Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Philippe Mabot. Au nom du comité d'organisation qui a déjà été présenté par Sylvain, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ces 17e rencontres au cœur du débat. Comme ça a déjà été dit, le but est de réfléchir ensemble sur des grandes orientations de la médecine de demain en France, et j'espère que le programme que nous avons préparé ensemble essaiera de vous apporter des éléments de réflexion, à défaut de vous apporter des conclusions probablement. Diverses thématiques seront abordées pour envisager quel sera potentiellement le système de santé de demain, que ce soit dans les outils, mais aussi des enjeux importants en termes de formation. Je vais tout de suite donner la parole à Olivier Piot pour l'introduction du premier orateur. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de se réunir aujourd'hui. Et je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur le QR, sur l'application, et n'hésitez pas à envoyer vos questions. On les relaiera à nos orateurs. J'ai le plaisir d'introduire le premier orateur de cette journée, le professeur Alexandre Mathieu Fritz de l'université Gustave Eiffel, qui est aussi chercheur au CNRS, au LATS, et qui va donc nous parler de qu'est-ce que soigner à l'ère du numérique. Et vous allez voir qu'il a beaucoup travaillé sur la télémédecine et il va nous donner son analyse sociologique de cette nouvelle pratique. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier Medtronic et tous les organisateurs pour leur invitation. Alors effectivement, je suis professeur de sociologie, chercheur au LATS, sociologue du travail des organisations et des groupes professionnels, et j'étudie l'intégration des outils numériques en santé depuis plus de 10 ans. Je me suis intéressé au DMP, aux nouveaux dispositifs d'autosurveillance numérique chez certains malades chroniques, au développement de la télémédecine, de la télésanté, des télésoins et plus récemment la conception et aux usages de l'intelligence artificielle dans le monde médical. Je me suis ainsi emparé de la question que je vais tenter d'éclairer aujourd'hui: qu'est-ce que soigner en la déclinant? Qu'est-ce que soigner à l'ère du numérique et de la télémédecine? Dans cette présentation, je vais donc me focaliser sur mes travaux portant sur la télémédecine en abordant le cas spécifique des téléconsultations. Ce que je cherche à faire, c'est d'apprécier les modalités d'intégration de ces dispositifs et tous leurs effets sur les interactions entre praticiens, mais également avec les patients. Bien sûr, je cherche à analyser également les effets sur les pratiques, les savoirs, les modalités de production, de transmission des savoirs cliniques et médicaux, et je cherche aussi à étudier les impacts de ces dispositifs de télémédecine sur les identités professionnelles, c'est-à-dire les définitions de soi en tant que praticien au regard de ces nouveaux dispositifs et de leurs usages. Comme on le verra à travers les illustrations que j'évoquerai dans quelques instants, ces dispositifs ont des effets sur l'organisation du travail médical et paramédical, sur la répartition des tâches, la division du travail, ainsi que sur les frontières et les territoires professionnels. Pour aller vite sur le modèle d'analyse sociologique, je commence à entrer dans l'analyse. L'entrée analytique, c'est les activités de travail en situation à l'échelle micro-sociologique. Et ce que je cherche à comprendre, c'est le rapport personnel, subjectif des praticiens face à ces activités et face à toutes ces transformations liées à l'intégration des dispositifs de télémédecine. Pour ce faire, je regarde les dynamiques d'innovation locale. J'essaie d'observer comment des médecins, coordonnateurs de projets, cherchent à intéresser puis à enrôler différentes catégories de praticiens dans l'usage de ces nouveaux dispositifs. Alors globalement, les recherches de sciences sociales sur la télémédecine ont montré à quel point les transformations liées à l'intégration de ces nouveaux dispositifs sont multiples, variées, profondes. Les dispositifs de télémédecine ne viennent pas équiper de façon neutre, comme de l'extérieur, les pratiques, les organisations et les parcours de soins. Ils contribuent à les restructurer de façon profonde. Du point de vue des effets des usages des dispositifs de télémédecine, la seule chose que l'on peut prédire est une relative imprédictibilité. On ne peut jamais prévoir exactement le fonctionnement exact des dispositifs, ni les modalités concrètes d'appropriation et d'utilisation suivant lesquelles les individus vont s'en emparer. Ceci est lié notamment à la variabilité des contextes d'usage, des types d'utilisateurs, des patients et des pathologies prises en charge. En outre, la télémédecine jouit aujourd'hui encore d'un statut flou. Ce n'est pas parce que les actes de télémédecine, comme la téléconsultation, la téléexpertise ou la télésurveillance, sont entrés ou entrent progressivement dans le droit commun que la télémédecine est considérée comme pleinement légitime par l'ensemble des professionnels concernés, loin s'en faut. Beaucoup de craintes sont associées, aujourd'hui encore, aux usages de la télémédecine. Alors je vais essayer d'approfondir et d'illustrer concrètement toutes ces idées à partir de deux monographies
à partir de 2 dispositifs très différents dont j'ai étudié le fonctionnement concret. Le premier, Télégéria, est un dispositif de téléconsultation interhospitalier qui met en lien un hôpital gériatrique, l'hôpital gériatrique Vaugirard-Gabriel Palaise, et un CHU, l'HEGP, l'hôpital européen Georges Pompidou. Les téléconsultations concernent différentes spécialités médicales, chirurgie orthopédique, dermatologie, neurologie, médecine vasculaire, entre autres, et on observe des téléconsultations qui prennent une forme particulière que j'ai qualifiée de triadique. Autrement dit, le colloque singulier s'ouvre, 3 personnes ou plus participent à la téléconsultation. En voici une illustration. Donc, il s'agit ici d'une téléconsultation en cardiologie, avec réalisation donc d'une échographie cardiaque. Au premier plan, à gauche, on voit le cardiologue PUPH donc à Pompidou, qui est situé à distance et qui guide par la voix les gestes d'un médecin gériatre qui devient son délégataire et qui manipule la sonde de l'échographe le long du corps du patient. L'assistante de télémédecine, une aide-soignante de l'hôpital gériatrique, donc que l'on voit apparaître sur l'écran au centre de ce slide et qui fait face à la caméra. Cette aide-soignante est située à proximité, tout à côté du patient qui est allongé. On voit par ailleurs sur l'écran secondaire, tout à droite, sur ce cliché, l'image de l'échographe qui apparaît en temps réel, également de l'autre côté du dispositif. Au-delà de l'échographe, d'autres équipements biomédicaux, d'autres outils métiers peuvent être connectés au dispositif de téléconsultation, tensiomètre, stéthoscope, spiromètre, dermatoscope, otoscope, ainsi qu'une caméra mobile qui permet de faire des gros plans. Autre cas particulier sur lequel je me pencherai dans quelques instants de façon approfondie, un cas de délégation de tâches en vue de la réalisation du diagnostic à distance du patient par un chirurgien orthopédique à la kinésithérapeute en présence du médecin gériatre référent. On a ici une nouvelle illustration de l'ouverture de ce colloque singulier et de la forme que peut prendre la téléconsultation triadique. Alors, quels sont les principaux enseignements de cette recherche sociologique sur ce dispositif ? Donc, c'est un dispositif qui a fonctionné au début des années 2010, qui a pris d'autres formes ensuite. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit la genèse en fait, des usages qui sont donc en train de se développer. Pour mettre en place un dispositif de télémédecine, surtout dans cette phase expérimentale, eh bien, il faut mettre en place toute une série de règles que j'ai appelées des cadrages. Et les cadrages sont indispensables au bon fonctionnement de ce dispositif pour régler en fait l'engagement des individus dans leurs interactions, et notamment bien sûr leurs interactions à distance. Et il y a des formes de cadrage qui peuvent paraître très anodines, comme le cadrage social, qui consiste simplement à se présenter, mais on a vu dans ces expérimentations de véritables problèmes liés au fait que les interlocuteurs, surtout dans ce colloque singulier qui s'ouvre, eh bien, ne se présentaient pas tous. Et quand on ne sait pas à qui on a affaire, on ne peut pas anticiper les actions donc des acteurs avec qui on interagit, on ne peut pas s'ajuster à eux efficacement, et les interactions eh bien, prennent un tour parfois un petit peu délicat. Il y a également le cadrage technique, comment utiliser tous les outils métiers connectés que j'évoquais tout à l'heure, et ça c'est le rôle du médecin coordonnateur de projet qui explique ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire finalement dans le cadre de ce dispositif de téléconsultation. Le cadrage clinique consiste à reproduire les pratiques de la relation thérapeutique face à face traditionnelle, mais ça commence ici par l'histoire clinique qui est narrée par le médecin gériatre référent, puis on passe à l'interrogatoire clinique par le médecin requis situé à distance, et enfin, on assiste à quelques formes de délégation de tâches en vue de l'élaboration du diagnostic à distance. Il y a également des formes de cadrage organisationnel, ce qui m'amène à l'item suivant sur cette question du travail d'articulation, c'est-à-dire la coordination. Toutes ces formes de cadrage constituent des composantes de ce travail de coordination particulier qui est assuré à la fois par l'assistante de télémédecine et par le médecin coordonnateur de projet. Comment faire en sorte que tous les protagonistes, dans 2 hôpitaux différents, soient présents à un instant T, de part et d'autre des écrans du dispositif? Comment réalise-t-on ce petit miracle organisationnel, si j'ose dire? Eh bien, en développant toute une série de tâches, de micro-tâches de coordination, en développant toute une culture de la ponctualité pour ne pas faire attendre ce médecin requis qui vient parfois d'un autre bâtiment du côté du CHU qui est immense, et donc on fait en sorte de ne pas faire revenir X fois et de faire attendre ce praticien requis. Autre résultat majeur en fait, de cette forme particulière de téléconsultation, la mutualisation instantanée des connaissances cliniques et médicales
donc entre les professionnels qui se font face grâce au dispositif, c'est-à-dire qu'on est ici dans une situation complètement différente de la situation traditionnelle où on va échanger souvent par voie épistolaire entre médecins, le médecin requérant contacte le médecin requis par écrit, la relation est séquentielle, discontinue. Là, il y a des formes de simultanéité, il y a de la coprésence grâce au dispositif de téléconsultation et il y a aussi des formes de dialogue, d'échange qui se font de manière instantanée. On peut aller beaucoup plus loin en fait dans l'exposé par exemple de ces hypothèses diagnostiques en tant que médecin requérant. Ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que plus personne en fait ne maîtrise parfaitement la conduite des interactions, contrairement à la relation thérapeutique avec le spécialiste qu'on observe donc dans le cadre traditionnel. Là, le patient va intervenir et il va corriger parfois l'histoire clinique qui est dépeinte par le médecin gériatre référent qui dit non, j'ai eu des infiltrations il y a 2 mois et pas seulement il y a 6 mois, comme vous le disiez, docteur. Donc on assiste à des formes d'échange et de dialogue qui permettent par exemple, d'enrichir le tableau clinique, notamment avec la kinésithérapeute qui va faire part de ses connaissances cliniques du patient, l'infirmier responsable des escarres qui va évoquer l'évolution récente des lésions cutanées. Autre point majeur de ces résultats, la délégation des tâches de l'autre côté du dispositif. Pour pouvoir élaborer le jugement médical, in fine le diagnostic à distance, le praticien requis, situé donc éloigné du patient, va demander aux praticiens médicaux, paramédicaux situés aux côtés de ce patient, de réaliser à sa place certaines tâches. Il ne s'agit pas ici d'une forme de délégation traditionnelle de tâches subalternes. À l'inverse, il s'agit d'une forme de délégation de ce qu'on appelle en sociologie du travail le vrai boulot. Le vrai boulot, c'est ce qu'on considère être au cœur du métier. C'est ce que l'on veut faire à sa manière. Et c'est ce que l'on ne veut surtout pas déléguer. Là, on va devoir déléguer quelque chose qui est situé au cœur du métier à quelqu'un, initialement, de moins formé, de moins compétent, de moins spécialisé que soi. Donc on imagine bien que cette délégation de tâches n'est pas du tout aisée. Dans le cadre de cette délégation, on observe aussi des formes de transmission des savoirs et des savoir-faire. C'est-à-dire que certains praticiens s'emparent du dispositif pour dire l'important avec la télémédecine, c'est de faire de la formation. On peut transmettre les bonnes pratiques. Et effectivement, on assiste à des formes de montée en compétences des délégataires, parfois qui sont très modestes et très discrètes, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'à force d'assister, par exemple, aux téléconsultations en cardiologie, le médecin gériatre va apprendre en matière de cardiologie, mais il va garder son jugement par devers lui. Il ne va pas évoquer ce qu'il pense auprès du professeur PUPH réputé, reconnu internationalement, mais il dit « moi, ça enrichit ma pratique clinique, ça donne de l'intérêt, encore plus d'intérêt à cette prise en charge à distance ». Se constitue aussi à l'occasion de cette mise en place de la télémédecine, des micro-collectifs de travail, c'est-à-dire de nouveaux groupes d'interconnaissances dans le cadre desquels on va collaborer, qui parfois débordent du cadre même de la télémédecine, puisque une fois qu'on se connaît, on va s'appeler pour d'autres patients que l'on voit en face à face. Enfin, dernier élément, cet espace de coopération, c'est aussi une fenêtre qui s'ouvre sur les pratiques et les routines de l'hôpital gériatrique. C'est un espace de coopération, mais c'est aussi un espace dans lequel on va montrer, on va donner à voir ses compétences en matière d'hypothèse diagnostique ou ses compétences en tant que délégataire. C'est un espace de jugement. Se rejouent dans cet espace à nouveau frais les formes de subordination classiques propres au monde médical. Des perspectives médicales à propos des mêmes patients vont se rencontrer, s'entrechoquer, et l'équipe soignante gériatrique va expliquer ce que c'est que la prise en charge gériatrique et qu'il n'est pas, par exemple, possible de faire un test sur bandelette urinaire à tel ou tel patient parce qu'il est incontinent. On ne peut pas, contrairement aux indications, mettre la ceinture lombaire à cet autre patient parce qu'il souffre de troubles cognitifs sévères et dans quelques minutes, il va demander à enlever la ceinture, quelques minutes après, il va demander à la remettre, etc., etc. Voilà pour la première illustration. Passons maintenant rapidement à la deuxième monographie qui vient prolonger en fait cette première approche. Ici, c'est un tout autre dispositif puisqu'il s'agit d'une plateforme web qui propose des téléconsultations en santé mentale à des patients français expatriés à l'autre bout du monde qui souffrent de troubles en termes de santé mentale, de difficultés psychiques et qui, sur leur lieu d'expatriation, ne trouvent pas en fait d'accès aux soins en santé mentale. Donc on peut imaginer des patients qui sont situés en Chine, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, etc. Le dispositif Télémène en fait se compose de psychiatres et de psychologues qui ont tous pour point commun de pratiquer donc la psychothérapie dans le cadre des téléconsultations. Alors, quels sont les
les principaux résultats concernant cette approche des téléconsultations en santé mentale. Alors, les praticiens, en fait, se posent beaucoup de questions a priori. J'aurai l'occasion d'y revenir en conclusion. Eux, ce qu'ils veulent savoir initialement, dans leur toute première téléconsultation, c'est s'il est possible de reproduire les conditions de production de ce que j'ai appelé l'intuition clinique, c'est-à-dire ces fulgurances, ces idées, ces hypothèses diagnostiques que l'on se fait à propos du patient. Très très vite, au bout de quelques secondes, les praticiens développent des hypothèses qu'ils vont ensuite chercher à tester. Est-ce qu'il est possible à distance d'établir un lien d'empathie avec son patient? Alors les praticiens font face à diverses difficultés, notamment le dédoublement de l'espace thérapeutique. On ne se situe plus dans l'alcôve du cabinet et les deux interlocuteurs doivent faire face à ce qu'on appelle en sociologie des TIC l'asymétrie contextuelle. L'asymétrie contextuelle, c'est le fait de ne plus pouvoir accéder par ses sens à l'intégralité des éléments qui composent l'environnement physique et matériel de son interlocuteur. Le cadre thérapeutique auquel tiennent beaucoup les praticiens, parce qu'il y a cette idée, un peu comme avec le cadre asilaire, que le cadre soigne. Le cadre veut qu'on consulte le même jour de la semaine, suivant la même fréquence, la même durée, etc. Et tout ça, c'est quelque chose qui fonde la pratique et qui participe même du mieux-être et de la progression donc, du patient. Donc les praticiens craignent effectivement cette ouverture du cadre thérapeutique aussi parce que le cadre thérapeutique est associé désormais à un tiers technologique qui va poser des difficultés. Il peut y avoir des parasites sonores, l'image qui se fige. On peut aussi imaginer et c'est un cas qui a été rencontré par certains praticiens, qu'un ami s'invite sur Skype au moment même de la psychothérapie en ligne sur l'ordinateur grâce auquel on téléconsulte. Donc il y a tout un ensemble de phénomènes qui viennent fragiliser et mettre à mal le cadre thérapeutique traditionnel. Il faut interagir avec un artefact interactionnel. L'artefact, c'est l'outil que nous sommes en train d'utiliser en ce moment même pour cette conférence. C'est un outil de représentation qui diffuse donc des images et des sons dans les limites de ses possibilités techniques et qui permet en fait de se voir et de s'entendre à distance. Mais ici, la difficulté, c'est que on se voit moins bien, on s'entend moins bien qu'en face à face, on ne se touche plus, on ne se sent plus également. Les praticiens disent devoir faire face à des impressions de distance. Ils parlent du sentiment de distance sociale, c'est-à-dire ce sentiment diffus, d'être un peu moins contenant, de s'adresser à son patient de manière un peu plus froide. Il y a l'idée aussi que le dispositif véhicule mal les émotions qui sont exprimées à distance par le patient. Et enfin, il y a l'idée qu'il va manquer des éléments d'information, des prises pour appuyer son jugement professionnel, puisqu'on se voit moins bien, on s'entend moins bien. Certains praticiens me disent le patient, c'est l'homme tronc qui surgit à l'écran, je ne vois pas ses mains, je ne vois pas ses pieds, est-ce qu'il trépigne, est-ce qu'il s'agite, etc., est-ce qu'il manipule ou est-ce qu'il triture un stylo, et tout ça, je ne le sais pas. Donc comment on fait en tant que praticien? Eh bien, on cherche à compenser par une attention accrue, donc c'est cette perte relative d'éléments d'information, cette attention accrue sur l'image, sur le son ou sur les deux, ça dépend des praticiens, eh bien, va engendrer plus de fatigue et plus de questions. Les praticiens se questionnent eux-mêmes sur la possibilité de mettre en place à distance donc une psychothérapie de façon satisfaisante. Et ils vont poser plus de questions à leurs patients pour se rassurer sur la qualité de leurs intuitions cliniques, de leurs hypothèses diagnostiques. Ils se définissent comme étant plus interventionnistes. Ils laissent donc moins de place au silence, qui habituellement trouve toute sa place dans le cadre des psychothérapies face à face. On laisse moins de place au silence et à son interprétation. Ici, on a une illustration parmi d'autres des transformations profondes des pratiques professionnelles. Enfin, la distance. Alors, la distance pose des difficultés, je viens de le dire, et en même temps, elle peut rapprocher. C'est-à-dire que les praticiens sont tous surpris de constater que les patients s'assoient et parlent immédiatement de leurs problèmes les plus personnels. On rentre assez facilement dans ce qu'on appelle un processus d'intimisation, c'est-à-dire un processus relationnel dans lequel le dévoilement de soi, en fait, eh bien, progresse très très vite. Dans d'autres cas, à l'inverse, ce que l'on observe, et au-delà de ce champ de la santé mentale, c'est que le patient peut parfois éprouver en fait cette téléconsultation comme, à l'inverse, une intrusion. Et ça dépend des situations. Là, je vais aller très vite sur cette dernière slide concernant les téléconsultations santé mentale, simplement pour dire qu'effectivement, il y a des problèmes techniques, et s'il y a des problèmes techniques, eh bien, il faut prévoir des marges temporelles de sécurité. On ne passe pas du présentiel au distanciel sans s'organiser et sans anticiper des problèmes techniques. On doit, pour s'approprier les dispositifs, s'adapter, adapter ses pratiques antérieures, développer de nouvelles pratiques et parfois renoncer à des pratiques qui sont au cœur du métier, à l'image de cette thérapeute spécialisée en thérapie familiale qui me dit
J'ai fait des thérapies de couple et des thérapies familiales à distance, mais c'est compliqué, ça marche, mais ça me demande un surcroît d'efforts que je ne veux plus faire, que je ne peux plus faire, parce que j'ai beaucoup plus d'incertitudes que d'habitude. Quelques éléments maintenant de conclusion. Alors, effectivement, je le soulignais à l'instant, la pratique de la téléconsultation, les usages des dispositifs de télémédecine, eh bien, nécessitent toute une série d'efforts, des apprentissages, des adaptations. On doit développer de nouvelles pratiques. C'est souvent perçu comme un travail supplémentaire, quelque chose qui vient s'ajouter aux pratiques existantes. L'incertitude est accrue. On doute plus de ces hypothèses diagnostiques. Et ça, c'est quelque chose que les praticiens évoquent très fréquemment. Les formes de coopération aussi sont parfois nouvelles, à l'image de ce qu'on a vu il y a quelques instants à propos de la délégation des tâches à un praticien situé de l'autre côté du dispositif. De nouvelles formes de réflexivité apparaissent également, des réflexivités individuelles et collectives. Les praticiens qui s'adressent à des patients via ces dispositifs s'interrogent sur le bien-fondé de cette démarche. Ils s'interrogent collectivement également et ils échangent à propos de ces nouvelles expériences. Je l'évoquais tout à l'heure en introduction, faire des téléconsultations, eh bien, c'est s'engager dans une pratique au statut flou. Pour dissiper le flou, les praticiens mènent l'enquête. Ils vont tester dans un premier temps les dispositifs. C'est ce que j'ai appelé l'attitude expérimentale. Ils cherchent tous à répondre à des questions semblables, que l'on peut résumer de la façon suivante. Jusqu'où je peux transposer mes activités, mes pratiques habituelles dans le nouveau cadre d'activité, jusqu'où je peux aller dans la prise en charge à distance du patient. Cette question, c'est la question du degré de transposabilité des pratiques usuelles ou intérieures. Est-ce que je peux faire du bon travail dans ce cadre? Est-ce que je peux faire ce qui est au cœur de mon métier, le vrai travail? Si oui, à quel prix et pour quel résultat? Ces réponses ne sont généralement pas absolues, ça dépend des seuils d'acceptabilité que se fixent les praticiens. Ils mettent en regard donc les nouvelles pratiques avec leurs coûts sous divers angles. Le coût économique, combien ça coûte, combien coûte la maintenance, etc. Le coût organisationnel, ça renvoie par exemple aux marges de sécurité que j'évoquais tout à l'heure. Le coût cognitif, en termes de surcroît d'attention, en termes de fatigue et d'apprentissage pour apprendre à adapter ces pratiques à distance. Mais il y a aussi le coût symbolique, qui renvoie à ce que j'évoquais il y a quelques secondes seulement, le statut flou. Ce n'est pas parce que la pratique est désormais inscrite dans le cadre réglementaire et légal que c'est une pratique légitime aux yeux des professionnels. Autre type de problème, les problèmes donc d'imputabilité des difficultés. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit dans différentes spécialités. Est-ce que la difficulté du praticien, à un moment donné de la prise en charge, est liée à la situation clinique complexe, en fait, de ce patient en particulier, ou est-ce que c'est le fait d'être à distance, de manquer d'éléments d'information, de manquer de prise, on ne peut plus toucher le patient, on ne peut plus faire soi-même les tests diagnostiques. Et ça, c'est une question qui, généralement, est très difficile à trancher. L'autre point qui, moi, m'a surpris dans mes études, c'est qu'il y a toute une série de praticiens qui ont déployé tous ces efforts, qui voient effectivement leur cœur de métier impacté, mais qui poursuivent, en dépit de ces difficultés, leur engagement. Alors, pour dissiper un peu ce mystère, en fait, il faut prendre en considération le fait que beaucoup de dispositifs de télémédecine permettent à des patients d'accéder tout simplement à des consultations qu'ils n'auraient pas pu avoir autrement. Enfin, l'autre question que l'on retrouve dans tous les baromètres, que ce soit du côté des patients que du côté des praticiens, est-ce que la télémédecine est plus déshumanisante que la relation clinique face à face? Ce que moi j'ai pu voir sur le terrain, et en me basant par ailleurs sur toutes les revues de littérature que j'ai pu faire du côté des sciences humaines et sociales, non, la télémédecine n'est pas plus déshumanisante que la relation clinique face à face. Tout dépend des modalités d'usage, tout dépend des objectifs que l'on associe au dispositif, et tout dépend des contextes organisationnels d'utilisation. Un même dispositif peut être tour à tour humanisant, puis déshumanisant, puis à nouveau humanisant. Ça devient déshumanisant à partir du moment où on parle du patient en présence de celui-ci comme d'un objet de soin. Et j'ai vu, dans le cadre du dispositif Télégéria, ce genre de transformation, de mouvement. Les praticiens, donc un médecin vasculaire situé à distance, et le gériatre discutent à bâton rompu dans un langage inaccessible aux profanes à propos du cas du patient, et au bout de 10 minutes, ils se disent « Oh mince, on ne s'est pas adressé à lui ». Donc le praticien va se tourner vers son patient et dire « Rassurez-vous, monsieur untel, ce n'est pas parce qu'on discute et que c'est compliqué, que c'est long. Au contraire, ce n'est pas grave, rassurez-vous, on est en train d'améliorer les choses. » Et puis après, ils repartent dans une discussion à nouveau inaccessible à l'entendement profane et à bâton rompu en parlant du patient comme d'un objet de soins. Enfin, pour finir,
Dernier point sur lequel je voudrais insister, en fait, c'est l'idée de la pluralité des téléconsultations. Il y a téléconsultation et téléconsultation, et peut-être pour ordonner un petit peu le regard, j'inviterais à distinguer les téléconsultations diadiques des téléconsultations triadiques, à 3 ou plus, en essayant de bien caractériser en fait la personne qui est située ou les personnes qui sont situées aux côtés du patient. Est-ce qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou pas, d'un aidant par exemple? Est-ce que cette personne est formée à l'exercice, à la réalisation de certaines tâches qui peuvent être déléguées? Est-ce qu'il connaît à tout le moins le patient et son histoire médicale? L'autre point également important, c'est est-ce qu'on peut connecter ou pas des outils métiers donc à ces dispositifs? Et là, on peut effectivement opposer les téléconsultations avec la cabine de télémédecine aux téléconsultations via, par exemple, Doctolib, qui ont été massives au moment des périodes de confinement, notamment du premier confinement. La cabine de télémédecine, effectivement, est donc associée, ou se voit être associée à toute une série d'équipements biomédicaux pour mesurer la tension artérielle, la fréquence cardiaque, etc. Et là, dans ce cas de figure précis, on se situe dans une téléconsultation diadique avec équipements biomédicaux connectés. Enfin, il faut prendre en considération les lieux dans lesquels vont se tenir les téléconsultations, tant du côté du patient que du praticien. Pour ceux et celles qui voudraient donc des éclaircissements, qui voudraient poursuivre cet exposé, je me tiens à votre disposition. Je vous invite donc à regarder peut-être d'un peu plus près les différentes publications que j'ai pu réaliser ces dernières années sur la télémédecine et la télésanté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Mathieu Fritz. C'était vraiment passionnant. Je pense que vous avez bien montré que la télémédecine, ce n'est pas juste une simple transposition par un média neutre d'une pratique ancienne. Je pense qu'il faut que les médecins, mais aussi les patients d'ailleurs, prennent en main ces nouveaux modes et probablement se forment à ces nouveaux modes d'échange. Et vous avez bien montré, et moi ce qui m'a beaucoup intéressé, bon, les médecins, on a notre part à prendre, mais c'est aussi le patient. Parce que le patient, on a aussi on a une médecine séquentielle, le patient voit son médecin traitant, et puis après il va voir le spécialiste, et il va raconter plusieurs fois son histoire, le patient. Il a l'esprit d'escalier. Et on lui pose une question, puis en fait c'est au médecin d'après qui va dire « oui, on m'avait demandé ça ». Et donc là tout est simultané, instantané, et c'est vrai qu'il y a quand même probablement quelque chose à voir de ce côté-là. Donc la question c'est finalement comment vous voyez, à travers vos travaux, la façon dont les médecins déjà prennent ces outils en main. J'ai vu que vous aviez noté évidemment des limites. Est-ce que pour vous, vous sentez que les médecins, la formation tels qu'ils sont formés, tels qu'ils sont habitués à travailler, est-ce que vous avez l'impression qu'ils prennent ça, qu'ils prennent leur part de cette nouvelle technologie, ou plutôt ils ont beaucoup de mal à y entrer? Alors je vais essayer d'être bref. Merci beaucoup pour cette question qui ouvre en fait plein de pistes de réflexion et d'interprétation. Pour moi, l'heure maintenant, effectivement, est à la formation et à l'information des médecins avec la temporalité habituelle de la formation. C'est-à-dire qu'à partir, effectivement, normalement de cette rentrée, dans les facultés de médecine, on a vu s'ouvrir de plus en plus de cours sur la télémédecine, mais il va falloir laisser le temps aux praticiens d'expérimenter par eux-mêmes les dispositifs de télémédecine. Ce qui est assez flagrant, par exemple, avec l'épisode du Covid-19 et du premier confinement, c'est qu'il y a énormément de médecins qui se sont tournés, principalement des médecins généralistes, pour une très large majorité, vers les téléconsultations, mais sans être formés ni informés. À l'issue des confinements, la très large majorité de ceux qui se sont adonnés à la télémédecine, aux téléconsultations en particulier, ont abandonné leurs usages. On est passé de 0,1% donc de téléconsultations remboursées avant le confinement à 25% pour l'année 2020, surtout pendant le pic épidémique et le premier confinement. Et on retombe à la fin de l'année 2020 à 5% des téléconsultations. Beaucoup de praticiens, en fait, ne veulent plus entendre parler de la télémédecine parce qu'ils ont développé, à mon sens, et c'est mon interprétation, une forme de télémédecine et de téléconsultation particulière. Souvent, c'était sans équipements biomédicaux connectés, souvent, c'était sans tiers situés aux côtés physiquement du patient, et dans 20% des cas, on faisait face à un patient qu'on n'avait jamais vu et dont on ne connaissait pas l'histoire médicale. Je pense, pour qu'on assiste à un développement des usages de la télémédecine, qu'il va falloir en fait laisser le temps aux praticiens pour s'approprier. C'est-à-dire qu'il y a une logique temporelle particulière spécifique à l'appropriation. Si on force les choses, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, je pense qu'on revient un petit peu en quelque sorte, on ne revient pas à la case départ. Il
il y a des difficultés, même nouvelles, je dirais, par rapport à cette question de la télémédecine, puisqu'il y a beaucoup d'expériences et d'expérimentateurs qui ont été en fait déçus de la télémédecine. Un contexte également un petit peu particulier, qui était finalement beaucoup de praticiens qui avaient déjà connu les patients en consultation classique, en face-à-face, et finalement ça a été considéré plus comme un mode de consultation, j'allais dire, dégradé lié à la pandémie. Et c'est pour ça que je pense que vous l'avez bien dit, aujourd'hui, il y a des enjeux importants de formation. Il faut intégrer ces nouvelles approches dans une vraiment dynamique professionnelle et pas uniquement comme un outil dégradé pour faire face à des situations difficiles. On en reparlera plus tard, je pense, aujourd'hui, dans la présentation, dans les différentes présentations. Je pense qu'aujourd'hui, penser que la téléconsultation sera la solution aux déserts médicaux n'est pas forcément une façon d'envisager clairement l'avenir. Il faut vraiment le voir comme étant un nouveau mode d'exercice, mais pas uniquement pour quelque chose pour compenser les déficits d'un système de santé potentiellement en difficulté. J'ai une question de Paul Escourou là, sur la formation, parce qu'en effet, c'est le point clé. Et il demande si vous ne voudriez pas faire une espèce de trousse à outils qui nous permettrait, qui nous donnerait les clés pour rentrer plus facilement dans la téléconsultation, dans cette pratique. Voilà. Alors, je suis très flatté par cette proposition, merci beaucoup. Mais alors après, il y a plusieurs choses à dire. Je travaille déjà à cela depuis 6 ans maintenant. Je suis membre de la Société française de santé digitale. Je travaille aux côtés de praticiens. On a réalisé effectivement des petits modules de formation. J'essaie de diffuser mes savoirs. Je ne m'adresse pas seulement aux sociologues et aux représentants du champ académique des sciences sociales. J'essaie de diffuser tout ça humblement à mon niveau parce que c'est jamais qu'un regard en fait. Sur la pratique. Je ne prétends pas parler des bénéfices cliniques ou parler des bénéfices sur le plan médico-économique en termes d'économie de la santé. C'est un regard et effectivement, on arrive à expliquer pour une part, avec le regard des sciences sociales, eh bien, pourquoi dans certains cas, on va s'approprier le dispositif et pourquoi dans d'autres cas, on va l'abandonner. Donc j'ai essayé d'écrire des choses qui s'adressent strictement aux professionnels, sur différents supports, un article sur le site AOC, dans Telos récemment, dans des dictionnaires qui sont en ligne. Certains de mes articles sont déjà maintenant en open access et je tiens tout ça à votre disposition. Donc c'est effectivement quelques outils dans la trousse à outils, dans une trousse à outils beaucoup plus vaste. Il y a beaucoup de pionniers de la télémédecine qui ne cessent de faire de la pédagogie sur la bonne manière de démarrer un dispositif de télémédecine. Et je peux apporter modestement ma contribution et je participe à des DIU, je l'ai fait encore cette semaine, donc du côté d'Henri Mondor. J'ai trouvé vos 2 exemples très intéressants finalement parce que d'un côté c'est de la gériatrie, donc avec des patients âgés qu'on imaginerait très loin de la technologie, et puis de l'autre côté la psychiatrie qu'on imaginerait vraiment dans l'intimité et non pas dans le numérique. Tout à fait. Alors, là, encore une fois, on est dans des cadres qui sont très, très spécifiques. J'aurais peine à imaginer, par exemple, ce que j'ai pu voir du côté de Télégéria, en mode strictement diadique, sans objet connecté, sans personne située aux côtés du patient. Donc à chaque fois, il est question de configuration organisationnelle. Du côté de Télégéria, pour mettre, peut-être pour nuancer, pour apporter une nuance à ce que j'ai présenté là, c'est issu vraiment de la période expérimentale, qui est une période d'effervescence. Tout le monde veut voir, notamment en gériatrie, cette innovation, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, il y a beaucoup de monde. Après, les gens vont commencer à se retirer en disant, mais ça prend du temps d'assister à toutes ces téléconsultations et le médecin gériatre ne sera pas forcément là, la kinésithérapeute sera là, mais sera bien en peine de répondre aux questions du médecin requis à distance. Et effectivement, sur la question de l'intimité, ce qui est assez troublant par ailleurs, c'est que les patients sont tellement satisfaits en fait d'accéder à des soins en santé mentale qu'ils en oublient parfois la sécurisation de la connexion, etc. Donc l'intimité, finalement, elle est ouverte, elle est mise à mal, elle est fragilisée à tout le moins. Et leur intimité, en plus, elle s'ouvre avec le dispositif. C'est-à-dire que les patients donnent à voir aux praticiens donc des éléments de leur sphère privée. Et les praticiens, souvent, s'en emparent pour pouvoir travailler avec leurs patients. Vous avez abordé aussi un sujet qui est important, je pense, c'est les moyens. Dans une stratégie aujourd'hui de la santé où on est plutôt dans une gestion autant que faire se peut des dépenses et des moyens, pensez-vous que ce soit une option qui permette de réduire les moyens ou qui permette simplement d'avoir accès aux soins à distance du praticien? Quel va être le coût sociétal, entre guillemets, de la télémédecine?
Donc là, ça requerrait effectivement une analyse médico-économique. Je pense qu'il faut passer un certain seuil en quantitatif, en termes de nombre donc de téléconsultations, pour pouvoir dire que sur le plan médico-économique, ça fonctionne. Sur le plan du service médical rendu, c'est un petit peu un des credos de la Société française de santé digitale, c'est de dire que quand on est dans une téléconsultation qui est décidée librement en fait, par tous les acteurs, dans le cadre de laquelle on a un tiers situé aux côtés du patient, dans le cadre de laquelle on peut brancher des équipements biomédicaux connectés, eh bien le service médical rendu est équivalent, voire même supérieur dans certains cas, à ce qu'on pourrait faire en face à face, parce que le patient ne le déplace pas. C'est un peu le cas de ces patients en gériatrie qui sont fatigables, difficilement déplaçables et qui souffrent de troubles cognitifs sévères. Mais alors, pour essayer d'apporter quelques nuances à ce que je viens de dire, c'est qu'on assiste aussi à un effet rebond. C'est-à-dire que les spécialistes du domaine montrent qu'à partir du moment où on met en place de la télémédecine, on assiste à une augmentation du nombre de consultations, au moins dans un premier temps. Et ce qui est très intéressant, c'est que les pionniers de la Société française de santé digitale ont bien sûr constaté ça dès le départ, et ils ont remarqué qu'effectivement, au bout d'un certain temps, eh bien, les praticiens requérants apprenaient. C'était le cas, par exemple, pour Télégéria en dermatologie, c'est-à-dire que passé plusieurs mois de mise en place du dispositif, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de demandes en dermatologie. Et quand on interrogeait donc les médecins gériatres requérants, ils nous expliquaient qu'ils avaient appris à traiter toute une série de lésions cutanées classiques chez les personnes âgées, et que du coup, ils ne requéraient au service du dermatologue via le dispositif de téléconsultation que pour des problèmes dermatologiques jugés très complexes et graves. Donc il y a aussi cet effet-là. Donc il y a un effet rebond, après il y a un effet de montée en compétence et d'apprentissage. Ça marche aussi pour la neurologie. Il y a les gériatres qui nous disaient en entretien, maintenant je sais ce qu'attend tel neurologue, tel professeur, j'anticipe dans le bilan neurologique, je sais ce qu'attend tel chirurgien orthopédique, je prends non pas la dernière radio, mais les dernières radios, comme ça on voit l'évolution. Donc de la fracture par exemple, donc il y a toutes ces dimensions-là qu'il faut prendre en considération pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc ce sont des phénomènes complexes, et certains, j'en terminerai là-dessus pour répondre à votre question, les pionniers de la télémédecine en fait disent mais pourquoi à un moment donné, une fois que tout le monde se connaît, que le micro-collectif de travail est mis en place, une fois qu'on connaît le patient et son histoire médicale, ce patient qu'on prend en charge à distance, qu'on a vu dans certains cas aussi, de façon alternée, il n'y a pas que la prise en charge en distanciel, on va alterner avec du présentiel selon les besoins, pourquoi ne passerait-on pas à la téléexpertise qui prend beaucoup moins de temps et qui, sur le plan organisationnel, a un coût moindre également, puisqu'on peut faire ça de façon tout à fait asynchrone. L'exemple que prennent souvent les dermatologues est le suivant, ils disent en fait, une téléexpertise, une demande de téléexpertise en dermatologie, ça dure 7 minutes chrono en main à partir du moment où on reçoit le mail dans sa boîte mail et qu'on l'ouvre. 7 minutes pour le lire, pour regarder les hypothèses, pour regarder la demande, pour regarder les clichés, écrire la réponse et envoyer le tout. Une dernière question avant de clore cette superbe première session qu'on nous pose là. Si vous comparez par rapport aux pratiques européennes, est-ce qu'en France on est très en retard, on est dans le peloton, on est en avance, comment vous voyez? Alors, on n'est pas très en retard, on n'est pas non plus, on n'a pas été les premiers. Donc là, je renverrai en fait ceux qui veulent plus de détails à l'ouvrage de Pierre Simon, qui est un des pionniers, qui est un fondateur de la Société française de télémédecine, devenue depuis Société française de santé digitale. Ce qui est sûr, pour parler du cas français, c'est qu'il y a eu quand même 8 ans d'attente entre le moment où les décrets sur la télémédecine sont définis, donc ces actes sont définis dans le Code de la santé publique, etc., donc les 5 actes de télémédecine. Il faut attendre 8 ans pour voir les téléconsultations être tarifées et remboursées. Auparavant, on était dans quelque chose de beaucoup plus modeste, dans des phases expérimentales, donc il y avait des incitations, c'est vrai, avec des dispositifs complexes de double contractualisation qui décourageaient parfois certains porteurs de projets potentiels. Donc pourquoi on a attendu? Parce qu'il y avait des craintes d'une augmentation très forte en fait, des dépenses de santé. Donc ça explique le retard français par rapport à d'autres pays européens, je pense notamment par ailleurs aussi aux États-Unis. Donc il y avait cette histoire de remboursement en fait, des actes de télémédecine qui a ralenti le mouvement. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre Mathieu Fritz, pour cette très belle discussion autour de la télémédecine. Je pense qu'on aura l'occasion probablement de vous réinviter pour voir les évolutions dans les années qui viennent. Un grand merci d'avoir passé ce temps avec nous. Merci à vous. Merci.